Je me trouve à Beauvais, préfecture de l'Oise. Et c'est sur la place Jeanne Hachette que va commencer ce petit circuit de découverte de la ville. Comme vous pouvez le constater, les bâtiments qui sont tout autour de la place sont modernes. Il faut dire que Beauvais a le triste privilège d'être, comme Le Havre, parmi les villes qui ont été le plus bombardées en France en 1940. Le Havre, c'était en 1944. C'est aux architectes Alfred Parenti et Georges Noël, architectes urbanistes, que l'on doit la reconstruction de la ville, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Beauvais est surtout connu pour son époustouflante cathédrale Saint-Pierre. Au sud de la place subsiste un bâtiment du XVIIIe siècle qui est l'hôtel de ville. Cet édifice du XVIIIe siècle, bien restauré, est illuminé la nuit. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de voir cela. Beauvais existait déjà dans l'Antiquité. Voici la cathédrale Saint-Pierre. Les Romains s'étaient aperçus que l'endroit était un lieu stratégique au niveau de plusieurs axes de communication. Ils avaient bâti une ville qui s'appela tout d'abord Caesaromagus, marché de César. La ville prit ensuite le nom de Civitas Bellovacorum, la cité des Bellovaques. Quand Beauvais joue les Bordeaux. Au Moyen-Âge, Beauvais s'illustre en tant que cité drapière. Et plus tard, sur le conseil de Colbert, Louis XIV favorise le développement de la tapisserie. Nous voici parvenus à proximité de la statue de Jeanne Hachette, qui donne son nom à cette belle place. Qui était Jeanne Hachette? De son vrai nom Jeanne l'Aînée, il s'agit d'une jeune héroïne qui s'est illustrée dans les batailles au temps de Louis XI et de Charles le Téméraire. Voilà qu'en juin 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, met le siège devant Beauvais, protégé à l'époque par ses remparts. Mais voici qu'une certaine Jeanne l'Aînée, que l'on appellera Jeanne Hachette, intervient pour empêcher un assaillant de grimper à l'assaut. Elle lui arrache sa bannière, on la voit qui la tient en main. Elle lui porte un coup de hachette et elle le fait basculer dans le vide. Le résultat, c'est que tous les habitants de Beauvais reprennent courage. Tout le monde se bat et on attend ainsi les renforts de l'État. Et Charles le Téméraire va devoir déguerpir. Beauvais est sauvé grâce à l'exemple de Jeanne Hachette. Je ne sais pas si l'histoire a été embellie. Il y a tellement de belles légendes dans l'histoire de France. Mais c'est ce qui reste en tout cas. Même si la ville est moderne, sous le soleil de septembre, le coup d'œil est plaisant. Deux autres places très voisines sont dues à Alfred Parenti et Georges Noël, les architectes urbanistes. Ce sont la place Foch et la place des Halles.
Mais quittons à présent la place Jeanne Hachette et approchons-nous de la cathédrale Saint-Pierre. Empruntons la petite rue de la Frette. Voici la place Foch, l'une des trois qui ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale avec la place Jeanne Hachette et la place des Halles. On tourne à droite dans la rue Beauregard où l'on peut observer des vestiges. Il s'agit là d'une portion des remparts gallo-romains. Stéphane Bern va pouvoir faire un loto du patrimoine pour reconstruire tout ça. Le tout voisine avec des immeubles tout à fait modernes. Nous approchons de la sublime cathédrale Saint-Pierre. Il y a encore d'autres vestiges au bout de la rue Beauregard. Ici, ce n'est pas gallo-romain. Ce sont les vestiges de la collégiale Saint-Barthélemy. Il s'agit d'un morceau du chœur du XIIIe-XIVe siècle. Nous sommes vraiment bien placés à cet endroit pour observer l'admirable cathédrale Saint-Pierre. Deux choses à retenir, la cathédrale est inachevée et elle est prodigieuse pour sa hauteur. Vers l'an 1000, on édifia une première cathédrale appelée la Basse-Œuvre. C'est en 1225 que l'on décida d'ériger la cathédrale nouvelle, le Nouvel Œuvre. On commença par construire le chœur qui est ici, puis le transept. On voulut faire la nef, mais malheureusement, une flèche qui était présente à cet endroit s'écroula. Il fallut reconstruire l'édifice et il n'y eut pas les fonds pour faire la nef. La façade du croisillon sud, avec le portail Saint-Pierre, est absolument magnifique. Le portail est surmonté par cette admirable rose gothique. Le portail Saint-Pierre est orné de niches aux dais ajourés dont les statues ont disparu. En effet, elles ont été brisées au moment de la Révolution. De part et d'autre du portail, deux hautes tourelles. Quant au chevet, on peut admirer les arcs-boutants qui portent sur de hautes culées s'élevant jusqu'au comble. Juste à côté de la cathédrale se trouve l'ancien palais épiscopal avec ici le musée départemental de l'Oise. Il est incroyable de constater que tout autour ce sont des bâtiments neufs, le quartier ayant été bombardé, alors que le palais épiscopal et la cathédrale ont survécu, par bonheur. La
porte en bois est admirable. J'aperçois la salamandre. François Ier a dû passer par là. Certaines petites statues sont décapitées. Devant le portail se trouvait la tour César, dont voici les vestiges. Cette tour abritait sans doute les cloches de la cathédrale. En pénétrant dans la cathédrale, me voici dans le transept. Rose du croisillon nord. À l'entrée de la cathédrale, ce brave Saint-Pierre nous accueille. J'espère qu'il nous accueillera de la même façon aux portes du paradis. Il faut soutenir les piliers, l'édifice est fragile. Sur la gauche, en rentrant, une jolie chapelle. La maquette de l'édifice. À la mémoire des soldats britanniques et de ceux de l'Empire qui sont tombés pendant la Grande Guerre. Le transept mesure 58 mètres de long. Vitraux modernes ici. La Seconde Guerre mondiale a dû faire quand même quelques dégâts. Une belle forêt de piliers. Le sommet des voûtes est à 48 mètres. Le déambulatoire, nous irons le voir tout à l'heure. Il comporte 7 chapelles. Les orgues. La chaire. L'éblouissant cœur. Oh là, partout nulle part, j'en ai peur.
Si la construction du nouvel œuvre a débuté en 1225, il y a eu un premier éboulement dès 1284. On a mis 40 ans à reconstruire le chœur. Ensuite, la guerre de Cent Ans a arrêté le chantier et il a repris en 1500. Mais le jour de l'Ascension 1573, la tour qui avait été édifiée à la croisée du transept s'est écroulée. Il a encore fallu reconstruire et donc pas de nef. Les fenêtres hautes font 18 mètres de haut. À présent, engageons-nous dans le déambulatoire. Pénétrons dans la chapelle Saint-Léonard pour voir le rétable de Maricelle. Pietà. Chapelle Saint-Vincent ou Notre-Dame de Lourdes. Chapelle Saint-Joseph ou Saint-Étienne. Chapelle Notre-Dame, c'est la chapelle axiale. Chapelle Sainte-Anne. Sainte-Anne est la mère de la Vierge. Chapelle Saint-Lucien ou Saint-Sébastien. Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Mais ne l'aviez-vous pas reconnue?
Sainte Thérèse, il va falloir encore retrousser tes manches. Les stalles. L'ombre des arcs-boutants sur les vitraux. L'horloge astronomique de Louis-Auguste Vérité. Il l'a réalisée entre 1865 et 1868. 90 000 pièces et 50 automates. « 68 statues. « 52 cadrans. » Sur la droite, une ancienne horloge du XIVe siècle. En ressortant, tout ébloui des merveilles de l'intérieur, tout ébloui du soleil de l'extérieur, allons jeter un coup d'œil à l'ancien palais épiscopal. Il a fière allure pour abriter le musée départemental de l'Oise. À la cathédrale actuelle, le nouvel œuvre est accolé une partie de l'ancienne basse œuvre dont on avait démoli une partie de la nef, mais il en reste un petit morceau avec le cloître. Il subsiste 3 travées de l'ancienne nef. Depuis 1789, elle sert d'église paroissiale. À présent, nous voici rue Saint-Pierre et voici les bâtiments de l'ancien palais épiscopal. Ville dans la ville. La porte fortifiée date du XIVe siècle. Elle est flanquée de 2 tours au toit en poivrière. Je n'ai hélas pas trop le temps de m'attarder dans le musée départemental de l'Oise. J'aurais bien aimé cependant voir les peintures de Corot et Huet qui s'y trouvent. J'ai bien le temps cependant de regarder la cour et ses jardins.
Le jardin est modeste. Les lucarnes sont magnifiques. La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, vue depuis la cour de l'ancien palais épiscopal. Une fresque sous ses voûtes pour expliquer l'histoire du palais et de la cathédrale. En 1150, le premier palais roman avec la Basse-Œuvre, c'est-à-dire la première cathédrale. Le fleuve que vous voyez, c'est le Thérin. À partir de 1305, le palais est fortifié. En 1500, nous avons ce bel ensemble qui, hélas, ne dure pas. Car, comme vous le voyez, il y a eu cette fameuse tour flèche sur la cathédrale, le nouvel œuvre, et la tour va s'écrouler le jour de l'Ascension 1573. En effet, on n'avait pas édifié la nef, ce qui fait que les forces n'étaient pas équilibrées, l'édifice était instable et tout s'est écroulé. On a quand même reconstruit ce qu'on a pu, et voici l'édifice tel qu'il se présente aujourd'hui. Un bel escalier qui fleure bon la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Cela nous fait penser au château de la Loire et cela nous fait penser également au château des Ducs de Bretagne à Nantes. Serait-ce quelque culte méconnu à base de pommes de pin, du buis et du bégonia? Des créations contemporaines sont exposées ici. On dirait un Dalek. Le créateur doit être fan de Doctor Who. Ces pommes de pin telles qu'elles sont disposées correspondent sans doute à une œuvre d'art. Ressortons. Rejoignons au bout la rue Jean Racine. La façade de la partie romane. Le cloître est par derrière. Rejoignons la rue de l'Abbé Gellé, puis la rue Jean Racine. Voici la rue de l'Abbé Gellé. C'est en fait celle-ci. Celle-ci, sur la gauche que nous empruntons, est la rue du Musée. Partie nord de l'édifice. Plaisante petite maisonnette dans le coin.
Voici la fameuse rue Jean Racine. Au niveau du square Auguste Lucien Vérité, on peut voir la façade nord. L'après-midi, elle est dans la pénombre. En face, une enfilade de petites maisons à l'ancienne. Cette partie de Beauvais a moins souffert. La ville a été détruite à 80% en juin 1940. Allons voir la plus vieille maison de Beauvais. Voici la plus vieille maison de Beauvais. Elle se trouvait originellement rue Oudry et elle a été démontée et remontée ici rue de l'Abbé Gélée. Les maisons de l'Oise y organisent des expositions sur les traditions rurales. Juste à côté, un bâtiment beaucoup plus moderne qui est la Galerie nationale de la tapisserie. Qu'il ne faut pas confondre avec la manufacture de la tapisserie qui se trouve dans un autre quartier de Beauvais. L'endroit est idéalement situé pour admirer le chevet de la cathédrale Saint-Pierre. Il me reste à aller voir l'église Saint-Étienne qui est au sud de la place Jeanne-Hachette. Il y a certes encore d'autres curiosités à Beauvais, mais je dois prendre un avion à l'aéroport et donc je suis un peu pressé par le temps. Les ruines de Saint-Barthélemy avec le recul. Rejoignons la belle place Jeanne-Hachette. Réseau de voies piétonnes dans le centre de Beauvais, avec nombreux commerces. Le clocher de l'église Saint-Étienne apparaît dans le lointain. Belles alstroméria. On repasse rapidement place Jeanne-Hachette. On longe l'hôtel de ville. L'église que nous allons voir est surtout remarquable pour ses vitraux. On y relève des parties romanes. Mais la tour, pour sa part, a été construite de 1583 à 1674. Elle servait de beffroi pour les Beauvaisiens. Cette église est tout à fait composite. Derrière cette façade, il y a une nef et un transept roman, et le chœur est en gothique flamboyant.
Comme je l'ai dit, la nef est romane. Les corniches à modillons dites beauvaisiennes. Une Pietà, groupe polychrome. Transept, partie nord. Nef, bas côté gauche. Le déambulatoire. Transept côté sud. Croisée du transept. À présent, engageons-nous dans le déambulatoire. La chapelle pour se faire baptiser. Et les vitraux anciens de Saint-Étienne. Une porte magnifique, délicatement sculptée. Dans la chapelle Sainte-Marthe, on peut apercevoir un beau rétable où le Christ est entouré de Sainte Marthe et de Sainte Marguerite. Le nom de Le Prince est associé à l'art du vitrail à Beauvais. Dans l'axe, la chapelle Saint-Claude. La pesée des âmes. Un charmant personnage que je pourrais bien rencontrer si je ne suis pas sage. Statue en bois de Sainte Angadrème. Chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Catherine,
comportant notamment une pietà. Belle clé de voûte. Une sorte de palmier, comme à l'église Saint-Séverin de Paris ou à Toulouse. C'est à mon vif regret que je clôt ici ce film sur Beauvais, partagé entre la satisfaction d'avoir vu tant de merveilles et l'ennui de ne pas avoir filmé davantage tout ce qu'il y avait à voir, car je suis pressé par le temps. L'avion m'attend. À l'Office du tourisme, on m'a remis une brochure qui comporte d'autres curiosités à voir dans Beauvais. Peut-être le ferai-je une autre fois et je remonterai mon film à cette occasion.